Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Mohamed Ben Moussa qui a répondu favorablement à notre invitation pour l'émission Hewar. Monsieur Ben Moussa, bonjour. Bonjour Madame Siaré, bonjour Madame Boumaro, Bonjour, merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui. merci à vous. Notre rencontre d'aujourd'hui intervient à 20 jours après l'investiture de l'équipe gouvernementale. Elle a pour objet de débattre les tenants et aboutissants du programme gouvernemental. Elle a également pour objet de débattre les enjeux du PLF 2022. Il faut dire que c'est un PLF qui intervient dans un contexte de crise sanitaire. C'est aussi le premier exercice budgétaire de l'équipe actuellement au pouvoir, mais c'est aussi un PLF qui intervient après l'élaboration du nouveau modèle de développement par la commission dont vous êtes membre, M. Moussa. Et à ce titre, je rappelle, M. Ben Moussa, que vous êtes professeur universitaire, vous êtes économiste, istiklalien, vice-président du mouvement d'Amir et membre également de la commission spéciale pour le nouveau de développement. Ma première question à vous, M. Ben Moussa, c'est surtout par rapport au programme gouvernemental. D'après vous, est-ce que le programme gouvernemental tel qu'il a été présenté par Aziz Akhnouch, qui a dévoilé les grandes orientations, est-ce que c'est un programme qui est issu des programmes des partis de la coalition, Istiqlal, RNI, PAM, ou bien c'est un programme qui obéit plus aux impératifs socio-économiques du moment? Brièvement, est-ce que c'est un programme qui reprend les promesses électorales? Partiellement, je pense. Je pense qu'il reprend en partie les promesses électorales. Il y a des contradictions entre les programmes électoraux des trois formations politiques qui forment la majorité gouvernementale. Je pense par exemple au dossier de la Samir et des hydrocarbures. C'est un dossier qui est porté par l'Istiqlal et le PAM, qui souhaitent la remise en marche de la raffinerie et la régulation du marché des hydrocarbures. Mais le RNI ne l'a pas prévu dans son programme électoral. Lorsque vous analysez le programme gouvernemental, il n'y a rien sur ce dossier. Donc on voit bien que sur cet exemple, je peux en donner d'autres, il y a quand même des contradictions entre les programmes électoraux des trois formations politiques, ce qui peut être considéré comme normal. Ils se sont retrouvés sur un plus grand dénominateur commun, qui est le programme gouvernemental. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est moins la concordance entre le programme gouvernemental et les trois programmes électoraux, que la concordance entre le programme gouvernemental et le nouveau modèle de développement. Et sur cette question-là, il y a des préoccupations à avoir parce que l'écart est important. Donc pour rester sur le volet politique, les trois partis qui ont constitué la majorité ont trois idéologies différentes. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il surgisse des contradictions ou des conflits d'intérêts de ce mariage? Aussi, on aimerait savoir quel est le poids du Istiqlal dans cette coalition gouvernementale. Par rapport à la première question des contradictions éventuelles, je viens de vous répondre, il y a des contradictions. J'ai pris l'exemple de la Samir des hydrocarbures. Je vais prendre un autre exemple, celui du soutien aux personnes âgées. L'Istiqlal a proposé que le soutien intervienne à partir des personnes qui ont 70 ans et plus. Le PAM a fixé la barre à partir de 65 ans, le RNI 65 ans. Par ailleurs, l'Istiqlal n'a pas fixé le montant de l'aide qu'il fallait verser aux personnes âgées qui sont en situation de vulnérabilité, alors que le RNI a proposé de verser 400 dirhams immédiatement, c'est-à-dire dès l'année 2022, puis d'augmenter cette dotation chaque année à partir de 2023 jusqu'à atteindre 1000 dirhams à la fin de la législature. Alors que le PAM a proposé de verser immédiatement 50% du SMIC, soit à peu près 1400 dirhams, à ces personnes. Donc là aussi, vous avez un petit écart qui n'est pas négligeable et qui peut se chiffrer en quelques dizaines de milliards de dirhams en termes budgétaires. Vous avez également des différences en matière de soutien à la classe moyenne. C'est au cœur du programme électoral de l'Istiqlal et c'est moins présent et moins prégnant dans le programme du RNI. Ce qui compte aujourd'hui, c'est moins les programmes électoraux que le programme gouvernemental. Sur ces questions-là, je pense qu'on aura le temps d'y revenir. Je pense qu'il y a énormément de lacunes et de défaillances. Maintenant, en ce qui concerne le poids de l'Istiqlal dans le gouvernement,
la présence de l'Istiqlal dans le gouvernement, je pense qu'elle est à l'image de la direction actuelle, c'est-à-dire assez symbolique, pour ne pas dire insignifiante. Lorsque vous avez un parti aussi prestigieux que l'Istiqlal, le parti de C. El-Fassi, de C. Mohamed Bousta, qui est à la tête de 3 départements ministériels, parce qu'il s'agit de 3 et non pas de 4. Vous avez un département qui a été scindé en 2. L'équipement, l'eau, la logistique, le transport, c'est un seul département ministériel, il a été scindé en 2. Donc moi je considère que l'Istiqlal pilote aujourd'hui 3 départements ministériels techniques, sans être en capacité de diriger des départements de dimension politique, de dimension stratégique, ce que je regrette. Aujourd'hui, l'Istiqlal représente à peu près, il gère à peu près, en termes budgétaires, 14 milliards de dirhams de budget, dans un budget général de l'État de l'ordre de 329 milliards de dirhams. Ça fait à peu près 4,2 ou 4,3%. Alors qu'un parti qui a eu le même nombre de voix, le même nombre de sièges pratiquement que l'Istiqlal, 81 sièges députés pour l'Istiqlal, 86 ou 87 pour le PAM, eh bien il est à 29 milliards de dirhams de budget géré au niveau du gouvernement. C'est à peu près de 9% du budget général de l'État, et le RNI, qui est à 102 députés, il gère un peu plus de 150 milliards de dirhams, un peu plus de 45 ou 46% du budget général de l'État. Ça fait en tout, les 3 parties, c'est à peu près 60% du budget. Justement, et les 40%, Moussa, oui, c'est les ministères de souveraineté et les ministres indépendants. Vous voyez bien qu'à travers la structuration budgétaire des responsabilités qui sont affectées à chacun des 3 partis, eh bien, la présence de l'Istiqlal est assez symbolique. Partant de ce que vous venez de dire, est-ce que d'après vous, le moment est opportun d'intégrer la coalition gouvernementale? Est-ce que le moment est opportun? Est-ce que vous ne craignez pas d'être sanctionné, à l'instar du PJD, par le vote sanction? Je ne l'espère pas pour mon pays. D'abord, j'espère que le gouvernement va réussir. Parce que si le gouvernement réussit, c'est mon pays qui réussit. Je voudrais également que le gouvernement soit à la hauteur de la confiance de Sa Majesté et à la hauteur de la confiance de mes concitoyens, et qu'il mette en œuvre réellement et fidèlement les recommandations du nouveau modèle de développement, ce qui est loin d'être le cas. Troisièmement, c'est le prix de la démocratie. Vous avez raison de le rappeler. Le PJD a déçu les Marocains, et les Marocains n'ont pas hésité à le sanctionner. Et donc, je fonde l'espoir que cette coalition gouvernementale soit à la hauteur de cette confiance, comme je viens de le dire, pour ne pas, à Dieu ne plaise, un jour être sanctionné dans les urnes. Donc, j'invite d'abord mes amis de l'Istiqlal qui sont au gouvernement, et aussi mes confrères des 2 autres partis, le PAM et le RNI, qui sont dans l'exécutif, à revoir un peu leur copie du programme gouvernemental et à corriger ce qu'il y a lieu de l'être. Mais à quoi peut-on imputer un peu cette faible implication de l'Istiqlal dans la coalition gouvernementale? Je suis incapable de vous répondre à cette question. Il ne vous a pas échappé que je ne suis pas le secrétaire général de l'Istiqlal, donc je n'ai pas mené les négociations avec le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, et donc je suis dans l'incapacité de vous dire pour quelle raison l'Istiqlal a accepté d'avoir une portion congrue dans la responsabilité gouvernementale. Je le déplore. Vous estimez que Nizar Baraka a mal, ou on va dire pas bien défendu l'Istiqlal au moment des négociations? Je ne veux pas personnifier mon analyse. Je constate de façon objective les faits tels qu'ils sont. Je vous ai dit, l'Istiqlal dirige 3 départements ministériels et non pas 4, des départements techniques et non pas des départements politiques et stratégiques. Et enfin, en termes d'impact budgétaire, l'Istiqlal gère 14 milliards de dirhams dans le budget général de l'État, soit un peu plus de 4% du total, contre 9% pour le PAM et plus de 46%, 45% pour le RNI. Et donc, je crois que les chiffres sont têtus. D'accord. Et vu la situation actuelle, est-ce que, d'après vous, il serait plus intéressant pour l'Istiqlal de se caser du côté de l'opposition? Certainement pas. Certainement pas. Au contraire. Je pense que l'Istiqlal a eu raison, et Nizar Baraka a eu raison d'accepter l'offre de Aziz Akhnouch, et l'Istiqlal a une responsabilité dans ce moment historique de notre pays, et je vous dis, je fonde l'espoir que l'Istiqlal, avec les autres confrères, bien évidemment, du PAM et du RNI, puisse un peu rehausser la barre et mettre le programme
gouvernementale au diapason des ambitions du nouveau modèle de développement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, non, il ne faut surtout pas déserter le combat politique. Au contraire, il faut totalement s'impliquer, totalement s'engager, mais le faire en responsabilité, en conscience et surtout en fidélité par rapport aux attentes de nos concitoyens et en fidélité par rapport au niveau d'exigence qui est fixé par Sa Majesté. Donc avant de passer, je pense, au volet économique, on revient juste par rapport au cumul des fonctions, notamment dans le cadre des conflits d'intérêts. Quelle est votre position ou votre point de vue par rapport à le cumul des fonctions entre les maires, les ministres, les chefs de gouvernement? Et quels sont les conflits d'intérêts qui peuvent surgir aussi? Vous avez raison de me relancer sur la notion des conflits d'intérêts, je n'y ai pas répondu. C'est une grave défaillance de notre système politique, les conflits d'intérêts. Et c'est un problème que nous allons vivre tout au long de ces 5 années, puisqu'il ne vous a pas échappé que le chef du gouvernement a par ailleurs des activités économiques dont il a pris le recul d'un point de vue juridique, puisqu'il n'est pas dans les instances d'administration du groupe qu'il détient. Vous avez également quelques ministres ou quelques responsables dans le champ politique, que ce soit dans l'exécutif, mais aussi dans les communes, dans les régions, qui ont par ailleurs des intérêts personnels. Notre dispositif législatif est lacunaire en la matière. Et nous n'avons pas un dispositif qui protège la gestion des affaires publiques contre les risques de conflits d'intérêts et de prise illégale d'intérêts. Donc moi je souhaite que le gouvernement s'attelle à cette problématique. On l'a demandé il y a longtemps au précédent gouvernement et il ne l'a pas fait. Ça fait partie des recommandations du nouveau modèle de développement que de moraliser la vie publique, de créer une sorte de Chinese Wall, une muraille de Chine, entre la pratique des affaires et la responsabilité politique exécutive, et de créer un certain nombre de règles de transparence, d'éthique, de déontologie et de régulation des situations de conflit d'intérêts. Donc notre dispositif législatif doit être corrigé au plus vite. Par ailleurs, lorsque, en dépit d'un dispositif législatif qu'il convient d'améliorer, le nôtre est lacunaire, je le répète, en dépit d'un dispositif législatif, de mécanismes, d'instruments de vérification, de contrôle, eh bien, lorsqu'un responsable politique se trouve en situation de conflit d'intérêts, il faut mettre en place ce qu'on appelle le dépaysement, c'est-à-dire qu'un responsable politique, lorsqu'il a statué sur un dossier où il aurait directement ou indirectement des intérêts privés qui seraient en jeu, doit être dépaysé de ce dossier, ne doit pas statuer, et il faudrait organiser l'attribution de la responsabilité publique de trancher sur ce dossier à une autre autorité. Est-ce que ça doit être le cas dans le cadre du dossier sur l'entente des prix des hydrocarbures? Sur les soupçons d'entente des prix sur les hydrocarbures, tant que le Conseil de la concurrence n'a pas dit son dernier mot, eh bien, les faits ne sont pas encore établis, même s'il y a une forte suspicion. Mais le dossier, il est aujourd'hui sur le bureau du chef du gouvernement. Exactement. Il était déjà sur le bureau de l'ancien chef du gouvernement qui a reçu des instructions claires du souverain pour corriger rapidement, avec diligence, le cadre institutionnel législatif du Conseil de la concurrence, ce qu'il n'a pas fait. Et donc il appartient maintenant au chef du gouvernement de faire cet exercice salutaire pour la transparence de la vie publique et pour la crédibilité des instances constitutionnelles de bonne gouvernance. Alors, dans le cas d'espèce, il y a une problématique de conflit d'intérêts manifeste. Moi, je recommanderais personnellement qu'il y ait un dépaysement du dossier des hydrocarbures et du Conseil de la concurrence par rapport à la configuration actuelle de l'exécutif marocain, et je recommanderais 2 options. Première option, ce serait que ce dossier-là, donc le texte qui va revoir le cadre institutionnel du Conseil de la concurrence conformément aux instructions royales, ne soit pas examiné en Conseil du gouvernement, mais directement au Conseil des ministres. Ça serait une première solution, mais qui pourrait poser quelques difficultés constitutionnelles. La deuxième solution serait que le dossier soit traité en Conseil du gouvernement, mais qui serait présidé par un autre ministre,
que le chef du gouvernement, à qui le chef du Donc, gouvernement en quelques aurait mots, donné une délégation de pouvoir Voilà. pour l'occasion. Et personnellement, je pense que la personne la plus indiquée pour pouvoir présider cette réunion du Conseil du gouvernement qui aurait à statuer sur le dossier et sur le cadre juridique et sur le texte fondateur, le nouveau texte fondateur du Conseil de la concurrence, je pense que Cheikh Ibn Moussa serait indiqué, puisqu'il a été président, il est président de la commission spéciale chargée du modèle de développement, et il est parfaitement au fait des problématiques de conflit d'intérêts, de prise illégale d'intérêts. Très bien, donc le message est transmis. Aziz Akhannouch doit déléguer le dossier des hydrocarbures à un autre ministre. Très bien. C'est mon avis. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que ces situations justement dont vous venez de parler, de conflit d'intérêts et de cumul de fonctions, ne viennent pas à l'encontre de la démolition de la rente dont souffre notre économie? Sans doute, mais c'est tant mieux. Tant mieux pour notre économie, tant mieux pour notre pays, tant mieux pour les citoyens, tant mieux pour la transparence de la vie publique, tant mieux pour la moralisation de la vie publique. Mais qui a dit que réformer un pays serait quelque chose de simple et d'aisé? Qui a dit qu'il n'y aurait pas de difficultés, de résistance? Mais il faudrait que l'intérêt général prime. Et l'intérêt général veut que ces réformes soient menées, effectivement. Autre point concernant les cumuls de fonctions dont vous avez parlé, je pense effectivement que c'est une autre manifestation des défaillances de notre système politique. Et là aussi, il faudrait qu'on revoie le cadre juridique des cumuls de fonctions, des situations d'incompatibilité. Je considère qu'on ne peut pas être ministre à temps partiel, par intermittence, comme on ne peut pas être maire par intermittence. Donc le cumul des fonctions entre maire et ministre, aujourd'hui la loi le permet, c'est une anomalie de la loi. Ce cumul n'est pas permis dans les plus grandes démocraties. Il faut se consacrer à 100% à ses responsabilités. Les citoyens attendent cela. Et donc la jurisprudence qui a été appliquée à Mme Rmili, qui a dû démissionner ou qui a été révoquée de son poste de ministre de la Santé pour qu'elle puisse vaquer exclusivement à ses fonctions de maire de la plus grande ville du royaume, eh bien cette jurisprudence devrait être appliquée à tout le monde, y compris aux autres ministres, y compris aux autres ministres qui sont maires ou qui exercent d'autres activités en parallèle. Il faut être un ministre à temps plein, totalement engagé, comme il faut être un maire à temps plein. Et je pense que ces cumuls de fonctions, il détruit de la valeur pour notre pays. D'accord. Donc après avoir brossé le volet politique, on va passer là au volet économique. Et ma question, c'est par rapport au PLF 2022. Quelle appréciation faites-vous du PLF tel qu'il a été présenté par Mme Ndiaye Ftah Alaoui? Et dans les grandes orientations, c'est la restructuration du secteur public, la relance, l'élargissement de la protection sociale, le renforcement du capital humain. Est-ce que d'aucuns le considèrent comme une continuité budgétaire des exercices antérieurs? Êtes-vous du même avis? Et est-ce que ce PLF épouse les orientations du nouveau modèle de développement élaboré par la commission dont vous êtes membre, M. Ibn Moussa? Vous m'avez posé deux questions. Est-ce que la loi de finances 2022, parlant de projet de loi de finances 2022, est dans la continuité des lois de finances précédentes? La réponse est oui. Est-ce que c'est une bonne chose? La réponse est non. Si on veut mettre en œuvre le nouveau modèle de développement, c'est qu'on doit trancher avec les pratiques du passé. Et mettre en œuvre les recommandations du nouveau modèle de développement requiert une remise en cause quasi totale des choix de politique économique et de politique budgétaire, ce qui n'est pas le cas dans la loi de finances 2022. Est-ce que la loi de finances 2022 est en conformité avec le nouveau modèle de développement? La réponse est non. Est-ce qu'elle est en conformité avec le programme gouvernemental? Oui. Les deux pêchent par un déficit d'ambition, tant le programme gouvernemental que la loi de finances 2022. Alors comment est-ce qu'on peut caractériser cette loi de finances? D'abord et ça c'est le côté positif, par un effort insuffisant mais supplémentaire dans les investissements publics en termes de protection sociale, le grand projet de protection sociale qui est porté par Sa Majesté. Donc ça c'est clairement affirmé dans le programme gouvernemental et dans la loi de finances, il faut s'en féliciter. Vous avez également des efforts budgétaires qui sont faits dans le département
dans les départements liés à l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur, la santé, mais très en deçà de ce qui devrait l'être. Et c'est tout. Toutes les recommandations qui figurent dans le nouveau modèle de développement qui concernent la transformation structurelle de l'économie marocaine, la déconstruction de l'économie de la rente, ne figurent ni dans le programme gouvernemental ni dans la loi de finances 2022. Il faut le regretter. Les propositions... Excusez-moi, M. Moussa, mais pour la rente, est-ce que vous, au niveau du modèle de développement, vous avez analysé vraiment en profondeur le problème de la rente et vous l'avez très bien diagnostiqué et élaboré des solutions? Parce que vous, également, vous avez été critiqué sur la rente. Dans quel sens nous avons été critiqués? Dans quel Nous sens, n'avons pas identifié les secteurs de la rente. Vous avez, comment dirais-je, effleurer le problème. Ah non. Vous n'êtes pas... je ne suis pas de cet avis, Madame Siari. Je pense que si vous faites une lecture objective du nouveau modèle de développement, vous verrez qu'au cœur de la transformation structurelle de l'économie, il y a la déconstruction de la rente. C'est dit peut-être une centaine de fois dans le rapport. Et nous avons cité les secteurs où il y a de la rente. Nous avons parlé du secteur des hydrocarbures, de la banque, de la cimenterie, des assurances, de l'enseignement, de la santé. Nous avons cité ces secteurs. Avons-nous cité des personnes, des sociétés? Non, ce n'est pas notre travail. Avons-nous donné les indications, les orientations stratégiques pour déconstruire la rente? Oui. Et nous avons dit, par exemple, qu'il fallait supprimer les systèmes d'agrément. Nous avons dit qu'il fallait les remplacer par des systèmes d'appel d'offres. Nous avons dit qu'il fallait simplifier la réglementation, réduire à leur plus simple expression toutes les barrières à l'entrée dans les filières, dans les secteurs qui créent des situations de monopole ou d'oligopole ou d'entente sur les prix ou de positions dominantes. Il est difficile pour une commission consultative d'aller plus loin. S'il faut aller plus loin, il faut définir les secteurs, définir les entreprises, définir les tailles maximum de parts de marché, définir des règles. Tout ça, c'est des politiques publiques. Ce n'est pas le rôle de la commission spéciale du modèle de développement d'aller à ce niveau de détail et de technicité opérationnelle. C'est le rôle du gouvernement. On aurait été comment dirais-je, accusé d'aller au-delà de nos prérogatives. C'est ce que je regrette. Je regrette que le gouvernement n'ait pas, justement, pris les décisions dans le cadre du programme gouvernemental ou dans le cadre de la loi de finances 2022, n'ait pas proposé un certain nombre de mesures qui vont dans cette direction. Je le regrette. Et là, je ne fais pas de procès d'intention. J'entends, il faut donner 100 jours au gouvernement avant d'évaluer et de juger. Et moi, je n'apprécie pas l'action du gouvernement en essayant de voir qu'est-ce qui a été fait par rapport aux promesses du gouvernement. Moi, je remets en cause les promesses du gouvernement. Je n'ai pas besoin d'attendre 100 jours. Je vois le programme du gouvernement, ce qu'il entend faire sur 5 ans. Je vois comment il traduit ça sur la loi de finances 2022. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un décalage majeur par rapport à ce qui est prôné dans le nouveau modèle de développement. Mais on ne retrouvait même pas ces promesses au moment de la campagne électorale. Donc toutes les promesses étaient orientées vers les actions sociales directement liées aux citoyens. On n'a jamais parlé de on ne trouve pas d'action en faveur de la classe moyenne, on n'y trouve nulle part. C'est là où je suis un peu en désaccord avec vous. Lorsque vous lisez le programme électoral de l'Istiqlal, la lutte contre la rente figure. À part l'Istiqlal, je parle de le PAM aussi. Le PAM aussi. Mais c'était vraiment des mesurettes, on va dire. Ce n'est pas un truc qui a été mis en avant au moment de débattre des... L'essentiel est dans le nouveau modèle de développement. Le nouveau modèle de développement a montré aux Marocains, a démontré que si nous voulons passer de 3,5% de croissance annuelle à 6,5% sur 15-20 ans sans aucune discontinuité, eh bien il faut revoir le modèle de développement, il faut déconstruire l'économie de la rente, il faut libérer les énergies. Il faut que tous les jeunes, tous les Marocains, toutes les Marocaines qui veulent entreprendre puissent le faire, puissent accéder au marché public, puissent accéder au secteur, qu'il n'y ait plus de barrières à l'entrée, qu'il n'y ait plus de passe-droit, qu'il n'y ait plus d'entente, qu'il n'y ait plus de situation oligopolistique. Si vous ne déconstruisez pas, vous serez toujours bloqué par un plafond de verre autour de 3,5%. Et c'est un peu ce que je regrette. Le gouvernement, il est prisonnier de son manque d'audace et prisonnier de son manque d'ambition dans la transformation structurelle de notre économie. C'est pour ça qu'il annonce
4% de croissance annuelle dans son programme gouvernemental et seulement 3,2% dans le projet de loi de finances 2022. C'est un passage obligatoire. Est-ce que le caractère consultatif du nouveau modèle de développement n'a pas en quelque sorte n'a pas été pris en considération de façon plus au sérieux par le gouvernement? En fait, nous sommes en face d'un choc de deux légitimités. Il y a une première légitimité du nouveau modèle de développement qui tire sa source d'une part du portage par Sa Majesté. C'est lui qui a voulu ce nouveau modèle de développement, c'est lui qui a constitué la commission, c'est lui qui a fixé la feuille de route de la commission et c'est lui qui a réceptionné le rapport, je pense, avec beaucoup d'empathie et beaucoup d'encouragement et de soutien. Vous avez donc le chef de l'État qui marque un intérêt, une empathie, une caution morale par rapport aux recommandations du nouveau modèle de développement, en plus de la démarche de co-construction, d'intelligence collective, de participation des citoyens, puisque ce rapport n'a pas été le fruit d'une commission qui a travaillé en laboratoire, non, mais une commission qui a interagi avec les forces vives de la nation pendant 1 an et demi, avec les partis politiques, les syndicats, les ONG, les universités, les centres de recherche, les citoyens eux-mêmes, à travers des auditions, à travers des consultations, des ateliers, débats, à travers des visites de terrain. Donc il y a un vrai travail d'intelligence collective, à telle enseigne que vous avez plusieurs pays africains qui regardent l'expérience du Maroc en matière de nouveau modèle de développement et qui demandent à bénéficier de cette expertise à travers une grande institution financière. Donc c'est vraiment un plus. Ça, c'est une légitimité qui est là et qui est un acquis pour notre pays. Vous avez une deuxième légitimité, c'est celle des urnes, c'est celle de la Constitution, de l'organisation démocratique de notre pays, des élections. Et c'est une légitimité aussi forte, si ce n'est davantage, que celle qui correspond à celle du nouveau modèle de développement. Manifestement, il y a, de mon point de vue, de mon analyse personnelle, un déphasage, un décalage entre les perceptions qui émanent de ces deux légitimités. La légitimité de la vision stratégique de notre pays à l'horizon 2035 à partir des recommandations de la Commission sur le modèle de développement et la légitimité du programme gouvernemental qui émane d'un gouvernement élu qui a la majorité et qui l'a gagné dans les urnes et au niveau du vote parlementaire. L'intérêt de notre pays, c'est là où nous avons besoin d'hommes et de femmes d'État qui privilégient et qui mettent au centre de leurs préoccupations l'intérêt général. L'intérêt de notre pays voudrait que ces deux légitimités soient concordantes, qu'elles aillent dans le même sens, dans l'intérêt du pays. S'il y a une dissonance, là, les problèmes surgissent. Excusez-moi, monsieur et je trouve Boussa, qu'aujourd'hui, il y a une dissonance. Mais est-ce que vous, également, vous n'avez pas fait dans la demi-mesure, parce qu'on s'attend toujours au pacte national de développement qui devait servir de référentiel pour Oui. le développement de l'économie. Oui. Valeur aujourd'hui, le pacte national n'est pas encore là. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de l'avoir avant l'élaboration du PLF 2022 ? Vous avez raison, mais le pacte national du développement, il y a une mouture qui a été préparée. Elle n'est pas encore sortie. Le président de la Commission a participé à la facilitation de l'émergence de cette version, de cette mouture du pacte national de développement. À ma connaissance, la quasi-totalité, à l'exception d'une seule formation politique, la quasi-totalité des formations politiques ont enrichi ce document et ont accordé leur adhésion à ce pacte national de développement. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas public? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été porté à la connaissance du grand public? Moi, je n'ai pas les éléments de réponse. Ce n'est pas moi qui ai mené les discussions, c'est le président de la Commission, c'est à lui qu'il faut poser la question. Mais vous avez raison, le pacte national du développement a vocation à faire en sorte, justement, qu'il n'y ait pas de dissonance entre le nouveau modèle de développement et le programme gouvernemental, puisque les signataires du pacte national de développement sont ceux qui dirigent, une partie d'entre eux sont ceux qui dirigent le gouvernement. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de dissonance. Malheureusement, je suis obligé de constater que cette dissonance est importante. Et je ne peux pas, évidemment, la taire. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.